J'ai une nouvelle saga de romantaisie préférée et même si je vais vous en parler à la vidéo de la fin de l'année où je vais vous présenter mes meilleurs livres de 2024, cette saga méritait une vidéo entière consacrée. Et en fait, je voulais absolument vous en parler parce que je suis en train de la terminer. J'en suis au tome 4. Actuellement, je suis au début du tome 4. Et du coup, je voulais... Enfin, cette série est incroyable. Il s'agit bien sûr des légendes de Tezmar, donc Le sang et l'acier, le premier tome. Comment dire, cette série m'a retourné le cerveau. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une série coup de cœur comme ça et ça a été d'autant plus un coup de cœur que du coup j'ai pu enchaîner les 4 livres. Donc je vais vous en parler aujourd'hui et bonne nouvelle du coup, si vous comptez vous lancer dans cette saga, vous pouvez puisqu'elle a 4 tomes qui sont sortis en français puisque c'est une série, une saga à la base qui était écrite en anglais. Mais maintenant elle est disponible en français. Le dernier tome, donc le tome 4 est sorti le 30 octobre en français. Donc si vous voulez vous lancer dedans et la binger, vous pouvez. Parce que clairement, pas la peine de préciser que chaque tome se finit sur un cliffhanger de malade. Et clairement, si on n'a pas le tome d'après, on peut être très très mal. Donc au niveau du pitch de base en fait on va suivre Théa, donc bien sûr c'est un monde de romantaisie avec un roi tout ça et en fait Théa donc elle fait des études pour devenir alchimiste, pour travailler avec les plantes je crois, donc avec sa sœur et sa sœur donc elle est grave douée là-dedans, c'est vraiment son truc, sauf qu'à Théa c'est pas du tout son truc, elle s'ennuie, elle loupe souvent des cours pour aller faire d'autres trucs et tout ça et son passe-temps favori en Tsum Tsum, c'est d'aller espionner les garçons qui s'entraînent, donc les futurs guerriers de Tezmar. Donc puisque la cité où on est s'appelle Tezmar, elle va espionner les futurs guerriers, voir comment ils s'entraînent et tout ça, parce qu'en fait on est dans un monde où des années auparavant, il y a eu une prophétie qui a été dite par une sorte de voyante qui disait qu'une femme qui tiendrait une arme, en gros, mettrait à feu et à sang tout le royaume. Donc du coup le roi a pris la décision de désarmer toutes les femmes du royaume et du coup avoir que des guerriers garçons et pas des guerriers filles. Et c'est un truc qui a été très très mal vécu puisque il y avait certaines femmes du coup qui combattaient très bien, qui étaient très douées et qui adoraient ça et qui se sont vues du jour au lendemain congédiées. C'est le cas d'ailleurs de la bibliothécaire chez qui Théa travaille, qui elle est une ancienne guerrière, donc a énormément de connaissances là-dessus et qui va être utile pour plus tard, si vous savez, vous savez, et qui était une ancienne guerrière et qui du coup l'a extrêmement mal vécu parce que voilà, et qui elle apparemment continue un petit peu à avoir une arme, mais en gros on lui dit rien parce que bon voilà, il me semble que c'est ça. Mais bref, toutes les armes des femmes ont été retirées et en gros c'est tellement, la prophétie est tellement prise au sérieux par le roi que en gros si jamais il y a une femme qui détient une arme, qui détient même juste un couteau, en gros elle est exécutée ou envoyée en prison, donc c'est vraiment très sérieux. Sauf que Théa du coup elle a une arme sur elle et elle s'entraîne. Et du coup un jour elle est en train d'espionner du coup les guerriers s'entraîner et elle laisse tomber son arme et son couteau, et son couteau va être découvert parce qu'elle s'enfuit et son couteau va être découvert par un des glaives de Tezmar. Donc qu'est-ce qu'un glaive de Tezmar du coup? Parmi les guerriers, donc ceux qui défendent la cité, il y a 3 messieurs qu'on appelle des glaives de Tezmar, donc qui sont en gros des guerriers légendaires qui ont passé certaines épreuves pour devenir guerriers légendaires, des épreuves horribles et super dures, et du coup les déesses ont leur a accordé des pouvoirs supplémentaires, des pouvoirs incroyables et tout ça. Et donc du coup ce guerrier de Tezmar découvre qu'elle a une arme, du coup va aller l'attraper par le callback et en gros va du coup vouloir l'amener devant le roi pour dire elle est en faute quoi, il faut la punir. Sauf que notre petite Théa elle a un culot gros comme ça et en gros vu qu'elle a toujours rêvé de devenir guerrière, en gros elle demande au roi, je vous la fais courte, si elle
si elle peut exceptionnellement être la seule fille à devenir guerrière et à suivre l'entraînement des guerriers de Tezmar. Au début, le roi il est pas trop chaud, sauf que elle va lui sauver la vie, donc du coup il va dire bon elle a sa place et tout ça, et du coup elle va devenir guerrière. Du coup tout le trajet aller avec, du coup bien sûr se fait avec notre petit guerrier, donc qui s'appelle Wilder, donc qui lui est attendez je vous replace. Voilà, donc qui est un guerrier, donc les autres guerriers ils sont assez âgés et lui il est plus jeune, mais bon il a quand même la trentaine et Théa elle a 22 ans je crois au moment où commence la série, donc petit age gap. Et du coup au début, mais genre le premier tome il est exécrable parce que du coup à l'aller il est en mode non mais je sais pas à quoi elle pense puisque de toute façon il acceptera jamais, il va l'envoyer en prison et tout ça, et sur le retour il est en mode bon ok genre elle a des capacités et tout et elle va s'entraîner, mais il est pas convaincu non plus. Donc du coup elle va intégrer du coup l'école des guerriers de Tezmar, donc qui est sensiblement au même endroit où elle a grandi et où elle était avec sa sœur et tout. Et du coup bien sûr elle va se retrouver dans des classes de garçons et des garçons très misogynes qui vont lui dire qu'en gros elle a absolument pas sa place ici. La misogynie à son apogée, bien sûr va y avoir un qui veut absolument la tuer juste parce que c'est une femme, un petit peu comme le mec dans Force Wing, bref le con là, et elle va se faire deux potes, donc Kip et Cal, donc qui eux du coup vont la prendre un petit peu sous son aile en mode toute amitié et tout ça, et qui vont la protéger et l'aider à grandir. Et arrive un moment où chaque élève va devoir faire une lettre à un guerrier de Tezmar pour demander à ce qu'il soit leur tuteur et eux les apprentis en gros. Et du coup vu qu'il y a 3 guerriers de Tezmar, forcément il y aura que 3 apprentis sur tous. Et donc avec notre monsieur bien sûr on le suit toujours, mais bien sûr lui il est exécrable avec elle, il est en mode qui veut pas d'elle, que c'est qu'une petite idiote qui croit avoir sa place et tout, bref voilà. Et en gros elle va le demander, elle allait pour le demander en tant que tuteur. Et il l'attrape par le callback littéralement dans un coin de couloir et lui dit si tu comptes me demander en tant que tuteur, laisse tomber tout de suite, je dirai non machin. Du coup elle dit, elle est super badass, franchement elle est tellement badass, elle est en mode d'accord, si tu veux pas tant pis, et du coup elle demande quelqu'un d'autre et lui il est jaloux parce qu'elle a demandé quelqu'un d'autre et pas lui, sauf que c'est lui qui lui a dit ça. Bref, le premier tome il est un petit peu con sur les bords, heureusement qu'après il se rattrape, mais au début il est un petit peu con sur les bords. Notre jeune fille du coup Théa, elle est super badass, mais trop badass des fois, vous allez voir pourquoi dans les prochains tomes, mais trop badass. Et du coup ça la rend un peu égoïste parfois. On est sur ce genre de vie où normalement dans les romantaisies c'est le mec qui a un peu pas trop de sentiments et la jeune fille qui a beaucoup de sentiments, qui les montre beaucoup. Là c'est un petit peu l'inverse, enfin moi j'ai trouvé, mais elle est super badass, un truc de fou. Mais je l'aime quand même bien parce que malgré toutes les épreuves, malgré plein de trucs qui se passent au fur et à mesure des tomes, elle perd parce qu'elle veut devenir glaive de Tezmar. Elle veut pas juste devenir guerrière, elle veut devenir vraiment glaive. Et au fur et à mesure en fait de tout ce qui lui arrive, elle lâche jamais son objectif de devenir glaive. Et je trouve ça juste incroyable. Un truc aussi qui est trop cool, c'est qu'en fait depuis qu'elle est jeune, elle est amie avec un ancien glaive de Tezmar, donc qui est un peu à la retraite puisqu'il lui est arrivé un accident du coup au combat horrible qui fait qu'il a perdu la parole et il est beaucoup amoché, il est très touchant, enfin vraiment il est très touchant. Et du coup c'est lui qui lui avait donné sa dague. Notre monsieur là s'appelle Malik et en fait il lui avait donné sa dague, donc c'est la dague du coup qu'elle avait sur elle quand elle s'est fait découvrir par Wilder et qui était interdite. Donc leur relation est trop mignonne parce que lui du coup il est beaucoup plus âgé qu'elle, il la protège, genre c'est vraiment relation limite comme si c'était son grand frère, genre il la protège de fou, je trouve ça vraiment absolument trop mignon. Et surtout ce qu'on apprend qui va un petit peu changer la donne entre guillemets, c'est que Malik est le frère de Wilder et elle le savait pas.
Et du coup, bah, elle va le découvrir. Et du coup, ça rajoute un petit truc à l'histoire en mode voilou. Et en fait, Malik va un peu lui faire comprendre que bon, il se comporte des fois un peu comme un con, mais en fait, il est pas si con que ça. Et du coup, il y a certains glaives de Tezmar, du coup, qui habitent à Tezmar, mais Wilder, il habite dehors. Le truc trop cocooning de malade. Il habite une petite cabane au fond de la forêt. Et du coup on le voit quand elle va là-bas et tout, genre il a son petit feu de cheminée, son petit lit et tout. Je trouve ça adorable, c'est trop mimes, genre c'est vraiment trop mimes parce que c'est trop cocooning et tout, et bref, enfin... Cet endroit j'aime trop. Et je sais plus par contre si c'est au tome 2 ou à la fin du tome 1. On va découvrir que notre jeune fille elle a des pouvoirs magiques. Et en fait on va découvrir qu'elle est pas trop censée avoir des pouvoirs magiques. On va découvrir pourquoi elle les a surtout. Mais au niveau des pouvoirs magiques, disons que si vous avez lu Force Wing, les pouvoirs de Violette, voilà, vous avez compris. Et du coup le tome 1 va finir où en gros elle fait des épreuves, du coup elle va devenir guerrière pour de vrai, et en gros notre petit Wilder va littéralement lui sauver la vie à Théa, et après il va s'enfuir pendant des semaines et des mois je crois parce qu'il a eu peur. Voilà. Donc du coup, elle est en col. De toute façon, le tome 2 et le tome 3, c'est un enchaînement de je t'aime moi non plus, mais je suis en colère, mais je te fais la gueule, mais machin, mes trucs. Voilà. Donc du coup, il va quand même revenir du coup au début du tome 2 à un moment donné. Et il passe littéralement genre la moitié du tome 2 à se chercher en mode oui, mais quand on est trop proche, bah ça va pas. Mais quand on se parle plus du tout, bah ça va pas, puisque de toute façon t'es obligé de m'entraîner parce que t'es mon mentor, puisque oui, ça devient son mentor. Donc en fait au début c'est ça, et à un moment donné, passage improbable, ils vont estimer que le mieux pour leur relation, que ce soit de travail entre guillemets et personnel, ce soit d'être amis. Comment vous dire que j'ai hurlé? J'ai hurlé parce que c'est clairement pas possible, et ça va nous faire de ces situations mais si drôles et à la fois si slow burn, genre ça donne des situations de malade. Mais je trouve que c'est super original d'avoir ce genre de relation dans toute la saga, et les scènes que ça crée, c'est vraiment ouf. Genre par exemple, à un moment donné, du coup ils vont être un petit peu dans la forêt et tout, en mission, et en gros lui il va se doucher, donc il va se mettre littéralement à poil devant elle arrive, et en mode elle est de toute façon c'est pas comme si j'avais pas déjà tout vu, mais dans son fort intérieur elle est en mode oh mon dieu il est magnifique et tout. Bref, ça fait des scènes de fou. Par contre, à partir du moment où ils disent non mais c'est bon, on est ensemble envers et contre tous, machin, mais alors là, ça y va, parce que Wilder, on découvre que il est absolument incroyable, mais quand je vous dis incroyable, mais incroyable, genre il est mignon, mais mignon. Il lui fait des déclarations d'amour, il lui sort des phrases incroyable tout le temps, genre trop mignonne. Mais par contre elle est un peu en mode à pas trop dire ses sentiments, c'est pour ça qu'elle j'accroche moins. Mais du coup il lui sort tout le temps ses sentiments, il est en mode non mais si t'as pas envie de me dire je t'aime, tu le dis pas, machin. C'est trop mignon. Mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans ce genre de romance où il l'aime plus qu'elle n'aime, ce qui donne justement un mec absolument trop mignon, on le sait. Et par contre, à partir du moment où il s'assume, il y a aussi les scènes de Spice, la deuxième moitié du tome 2, il y a que ça, genre il y a scène de Spice sur scène de Spice, des scènes de Spice en plus qui sont pas forcément décrites. Donc en gros c'est juste pour dire j'ai mis une scène de Spice. Ça m'a un petit peu dérangé parce que clairement il y en aurait eu la moitié moins, ça m'aurait largement suffi. Après ça se calme, je vous rassure, ça se calme, il n'y a pas autant de scènes de Spice, mais c'est vrai que la déclaration d'amour a bien fait son taf, on va dire. Est-ce qu'on parle de la fin du tome 2? On parle de la fin? Allez, on parle de la fin. La trahison de Wilder. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai voulu jeter ma liseuse à travers les murs. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie, et en plus, c'est que je m'étais spoilée comme une couillonne. Je sais plus pourquoi. J'avais pas fini le tome 2 que j'ai lu le résumé du tome 3. Grosse erreur, puisque dans le résumé du tome 3, on comprend un petit peu
qu'il l'a trahi. Donc j'étais genre j'étais choquée déjà parce que honnêtement j'étais à 80% du livre, il était en mode full amoureux et tout, je me disais mais comment il peut la trahir alors qu'il aime à s'arracher les cheveux quoi, c'est pas possible. Et du coup ça fait que je redoutais de lire la fin du tome 2 parce que je me disais elle va arriver la trahison, elle va me tomber dessus, je vais rien comprendre, je vais m'écrouler. Et oui à un moment donné du coup il y a cette fameuse trahison mais j'ai pleuré parce que du coup on est dans la tête de Théa quand ça lui tombe dessus, donc on ressent toute sa tristesse, mais on est aussi dans la tête de Wilder juste avant qu'il le fasse et pendant qu'il le fait. Et du coup genre en plus genre juste avant du coup de partir de la tente et de la trahir, en gros genre il lui fait un petit bisou sur le front, il est en mode je sais qu'après ça plus rien ne sera comme avant, machin mais son point de vue à lui m'a plus brisé le cœur. Mais ça nous brise le cœur. Et même si on sait que ça va s'arranger, forcément, j'ai sauté sur le tome 3. Donc du coup, bien sûr qu'on sait que va y avoir une explication et qu'il l'a pas vraiment trahi, que le blablabla et tout. Mais du coup, là, Théa, dans le tome 3, elle est badass, genre puissance 10 000. Parce que du coup, sa mission vis-à-vis du roi et même vis-à-vis personnellement, c'est de retrouver donc Wilder qui est un traître aux yeux du coup du roi et de le ramener devant le roi et en gros qu'il se fasse juger. Et elle sait très bien que en gros il va finir dans une prison horrible, une prison pour les traîtres donc qui est c'est dit de toute façon dans le livre que cette prison vaut mieux choisir la mort que d'aller dans cette prison tellement elle est horrible, mais elle est décidée coûte que coûte à le traîner devant la justice et tout ça parce que il l'a trahi, parce qu'elle se sent trahie elle, du coup logique, mais elle sait qu'il a trahi aussi sa nation et sa patrie. Et en gros, elle est énervée de fou parce qu'en fait, on a l'impression que tout l'amour qu'elle avait pour lui s'est transformé en haine, mais justement, cette haine est décuplée parce qu'elle l'aime encore. Et du coup, au début du tome 2, donc du tome 3, du coup, elle va être avec elle équipe en train de le chercher. Et en fait, je pensais vraiment que la majeure partie du tome 3, ça allait être Cal, Kip et Théa qui allaient chercher Wilder. Mais en fait non, puisqu'on apprend que entre la fin du tome 2 et le début du tome 1, il y a 1 an qui se sont passés et on suit dans le livre la fin de la traque de Wilder et au moment où il le découvre. Et en fait c'est même pas ils vont le découvrir, c'est lui qui va faire exprès de se faire prendre. Et en fait une nuit, je trouve ça par contre trop bien, genre une nuit du coup Théa elle va se coucher parce que du coup ils dorment dans la nature et tout et du coup ils sont censés faire des tours de garde et en gros elle se réveille devant sa tante, il y a un cadeau de Wilder parce que c'est son anniversaire à elle et elle est en mode super énervée parce qu'elle est en mode mais c'est pas possible avec quelqu'un qui était censé faire le guet, comment ça se fait qu'il ait réussi à s'approcher si proche de nous et à me laisser un cadeau. Et elle dit ça veut dire que ça fait 1 an qu'on le traque et le mec il est à côté quoi et il sait où on est. Du coup elle est encore plus énervée et en gros on apprend que c'est Kip qui menait la garde et qui a laissé Wilder passer parce que Kip depuis le début il est convaincu qu'il y a une explication logique et qu'il l'a pas vraiment trahi et littéralement Kip et Cal ils jouent un rôle super important dans la réconciliation de Wilder et de Théa parce que il la régule, il la raisonne, il calme un petit peu son côté, genre je suis super énervée contre lui, trop. Sauf que bon, des fois ils vont essayer de sauver le truc, mais trop tard. Mais vraiment, il joue un rôle super important dans leur réconciliation. Et il y a vraiment le côté found family de fou, où en gros, genre... même s'il l'adore, Théa, ils vont pas se gêner de lui dire ce qui va pas et tout ça. Et du coup, forcément, arrive le moment où Théa, elle doit livrer ou pas Wilder devant la justice et devant le roi. Et en gros, elle hésite. On voit qu'elle hésite. Et cette scène est épique parce que du coup, il l'embrasse et il lui dit même si tu penses que tu peux pas me faire confiance et que tu doutes, au moins ça, tu pourras pas en douter. Et en fait, je pense que pile poil au moment où elle allait changer d'avis, en gros il y a les gardes du roi qui arrivent qui prennent Wilder et qui sont en mode merci de nous l'avoir délivré et tout, donc là forcément regret instant et ils vont se débrouiller pour le libérer et tout ça et c'est là où on va voir les explications et comme quoi Wilder est du côté de la rébellion, que le roi est en fait le méchant, que c'est lui qui met la panique depuis le début parce qu'en fait il faut savoir que
il y a une menace, et cette menace ce sont des sortes de monstres, et en fait tout autour de Tezmar et des royaumes il y a ce qu'ils appellent le voile, donc qui est une sorte de protection magique, et comme dans beaucoup de romantésies il y a des trous dans ce voile qui s'agrandissent de plus en plus et qui laissent passer les méchants, et du coup faut combattre les méchants. Et en fait on va découvrir que le roi n'est pas si bon que ça, que c'est peut-être lui qui est à l'origine de la pagaille depuis le début, et en gros Wilder n'a pas trahi en soi son royaume, puisqu'en fait il s'est rallié à la rébellion pour justement le sauver vraiment, comparé au roi qui lui essaye de l'anéantir encore plus. Et du coup la deuxième partie du tome 3, bah, ça va être justement Théa, Kill et Cap Kip et Cal plutôt, qui rejoignent cette rébellion et tout ça et tout ça. Et c'est bien fait, hein, mais ça m'a un peu saoulée parce que j'en ai marre que dans toutes les putains de romantésies, y ait une histoire de le gouvernement déjà en place n'est pas si bon qu'on ne le pense, et en fait où nos héros se rallient tous à la rébellion. Il n'y a pas une romantaisie où juste bah, les héros ils ont ça comme objectif et ils restent dans leur objectif et il n'y a pas de rébellion. Alors je me doute bien que les autrices et les auteurs font ça parce que justement ça crée du contenu et ça crée des retournements de situation et tout, mais moi ça me saoule. J'en ai marre des rébellions. La fin du tome 3, pareil, je pense que c'est ma fin préférée sur les 3 premiers tomes, puisque du coup, bah, malgré cette histoire de rébellion et tout, Théa va se faire appeler par l'épreuve du coup pour devenir un glaive, parce qu'on se doutait bien que comme elle le voulait, elle allait devenir un glaive. Et du coup c'est extrêmement mignon parce que Wilder du coup il l'accompagne jusqu'au lieu où il faut faire les épreuves, parce que du coup c'est des épreuves où elle est seule qui vont être horribles et tout ça, parce qu'on se doute que pour devenir un guerrier légendaire les épreuves sont affreuses. Je suis désolée, j'ai le nez qui gratte, je sais pas qui a envie de me faire un bisou en ce moment, mais il va falloir s'arrêter parce que j'ai le nez qui gratte. Oui, parce que si vous le savez pas, quand on a le nez qui gratte, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire un bisou. Bon, on va faire avec pour la fin de la vidéo. J'ai juste à vous parler de la fin du tome 3 et du début du tome 4, donc écoutez, on va continuer avec ce nez qui gratte. Hein. Mais du coup, il l'accompagne parce que son mentor à lui, bah du coup quand lui a passé ses épreuves, l'a accompagné aussi, et même s'ils sont encore en mode oui à la rébellion, on est ensemble machin et tout, il est quand même en mode je suis toujours ton maître, tu es toujours mon élève et je vais avoir mon rôle de maître jusqu'au bout, vraiment jusqu'au moment où tu vas devenir un glaive quoi. Donc du coup on va la voir passer ses épreuves, c'est super épique, tout ça, et lui trop mignon parce que du coup il va l'attendre. Il va l'attendre, et d'ailleurs il veut se faire attraper, mais bon bref, mais il va l'attendre parce que du coup il est toujours en fuite. Et du coup pendant qu'elle est en train de passer ses épreuves, lui il va se faire capturer par le roi et amener dans la fameuse prison horrible. Et elle, quand elle va sortir de ses épreuves, elle est en mode toute contente et elle va se rendre compte qu'il a été kidnappé. Mais pendant ces épreuves, du coup, à un moment donné, elle a à choisir entre ses pouvoirs et devenir un glaive. Et finalement, elle choisit de devenir un glaive, mais on va voir que ce pouvoir va pas vraiment les perdre. Et en gros, il y a une histoire sur son âge de Théa, parce que du coup, elle a autour du cou une pierre qui s'appelle une pierre de la fatalité et qui est censée du coup lui dire à quel âge elle va mourir, et elle est censée mourir à 27 ans. Et là, au moment où elle passe ses épreuves, elle en a 26. Et du coup, Wilder lui avait dit demande aux Furies l'immortalité. Et arrivée devant les Furies, elle le demande pas, parce que même si elle a pas envie de mourir un an plus tard, elle demande pas. Et en gros, les Furies, elles disent on sait que tu voulais nous demander ça, mais tu as bien fait de ne pas nous le demander parce qu'on te l'aurait pas accordé. En gros, on te l'aurait pas accordé, machin et tout ça. Donc, ça m'a laissé très perplexe parce que je me suis dit, soit pendant le tome 4, va y avoir une solution magique qui va sortir de nulle part et puis elle va pas mourir un an après, quoi. Même pas un an après, c'est même pas un an après. Genre là, c'est dans quelques mois. Soit ça va être une fin épique de malade où en gros à la fin du tome 4 elle va mourir et lui il va rester, il va être en mode voilà l'amour de ma vie est mort. Si c'est ça je meurs. Genre je pense mon cœur décède. Vraiment mon cœur décède, donc j'espère que c'est pas ça. Et du coup, j'ai commencé le tome 4 pour pouvoir vous faire cette vidéo. J'en suis vraiment tout début où en gros, elle libère du coup
Wilder de sa prison affreuse et je suis un peu mitigée parce qu'elle est en mode genre super badass mais pas trop dans le bon sens du terme, dans le sens où il y a des ennemis du coup à combattre, mais genre en mode c'est décrit bim bam boum, 3 coups d'épée, 2 coups de hache et puis ils sont morts et puis on n'en parle plus. Elle le libère genre littéralement comme ça alors que c'est une prison qui est censée être imprenable, que personne n'en sort et tout, et elle arrive, elle claque des doigts et puis elle le libère quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu facile pour l'instant. Un peu trop, ouais, un petit peu trop facile, ça m'a pas trop plu. Je pensais qu'il allait avoir plus de difficultés à le libérer, que ça allait prendre une partie du livre, mais je me dis si là à 10% du livre il est déjà libéré, je me demande qu'est-ce que ça va être le reste du livre. Donc voilà plus ou moins où je m'en suis arrêtée pour le moment, et bien sûr je vais continuer à vous parler de cette saga dès que j'ai fini du coup ce tome 4 pour vous dire si la fin du tome 4, du coup si la fin de la saga est à la hauteur quoi. Et du coup, petite précision, puisque nous sommes quand même dans le challenge Serial Series Starter, au cas où vous l'auriez oublié. Donc un challenge qui consiste à terminer ces séries sur le mois de novembre, où j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la regarder. Terminer une saga, c'est 5 points. 5. Du coup, cette saga, une fois que j'aurai terminé le tome 4, me rapportera 5 points. Bah ça y est. Je l'ai fini. Ça y est. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Du coup, je ne vais pas quand même vous spoiler le tome 4. Vous avez déjà bien assez spoilé tous les autres tomes. Mais du coup, je l'ai fini. Mon petit cœur vient de se briser un petit peu, étant donné que c'est fini quoi, on n'aura plus de trucs dans cet univers. Je sais qu'il y a une nouvelle du coup qu'il est conseillé de lire entre le tome 1 et le tome 2 qui est... c'est quoi le titre? Je ne sais plus. C'est une nouvelle qui est disponible qu'en anglais pour l'instant. Mais bref, c'est dans le même univers, mais c'est pas avec les mêmes personnages. Du coup, voilà. Le tome 4, c'est le tome le plus épique, je trouve, et dans lequel il se passe plein de trucs, puisque forcément, en fait, c'est bataille sur bataille sur bataille sur bataille, étant donné que ils doivent mener la guerre contre le roi Arthos, etc., etc. Donc, c'est comment s'organisent les batailles, et c'est les batailles et tout ça. Donc, c'est ça, dans le sens où je vous dis, il se passe plein de trucs, dans le sens où il y a de l'action tout le temps, mais c'est beaucoup centré sur les batailles. Et pour les personnes, comment dire, qui aiment la romantaisie, où la romance est très présente, je trouve que dans le tome 3 et encore plus dans ce tome 4, l'histoire d'amour donc entre Thea et Wilder n'évolue pas, dans le sens où comment dire, dans le sens où ça fait déjà un moment qu'ils sont ensemble, on sait qu'ils sont ensemble et qu'ils s'aiment et que machin et que voilà, et dans le sens, à part le fait que Thea est censée mourir à l'âge de 27 ans, il n'y a pas trop d'évolution dans leur romance, on va dire. Et quand ils sont ensemble, en fait, c'est beaucoup de scènes de spice. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Surtout dans la première moitié, il y en a beaucoup trop. Ça m'a un peu gavé. To be honest. Parce que, genre même, il y a des scènes de spice qui arrivent genre à des moments où il faut pas. Et même, il y en a trop. Genre, du coup, ils sont dans un palais, donc un autre palais, du coup. Et du coup, genre, il y a une scène de spice, genre dans la salle où ils organisent les batailles. Bon, bien sûr, il n'y a pas les autres, il n'y a que eux. Et genre, ils traversent genre le palais pour retourner à leur chambre. Ils arrivent dans leur chambre et il y a une scène de spice. Enfin, c'est trop. Et genre, tellement, c'en est trop que je les ai skippés. Genre, quand je voyais que c'était une scène de spice, genre, ma idée, j'étais allée, oui, c'est bon. Et je reprenais quand la scène de spice était finie. Voilà. Donc, il y a l'aspect aussi, Found Family qui est très, très, très présent. Du coup, avec un groupe qui maintenant est détaché enfin, qui est envers et contre tous, quoi.
Donc c'était bien agréable. Bien sûr, la question du fait que Théa va mourir potentiellement à 27 ans est très très présente. Elle en parle relativement beaucoup et en fait, elle est en mode bon bah ça va arriver, c'est comme ça. Encore une fois, comme je vous disais pour les tomes précédents, elle est un petit peu sans cœur. Enfin, elle gère ses émotions différemment. Et Wilder, en fait, il est totalement ruiné. Il est en mode non mais je veux passer le plus de temps avec elle. J'ai pas envie qu'elle parte, même si c'est pour la guerre et tout. J'ai pas envie qu'elle parte parce qu'il me reste pas beaucoup de temps avec elle. Enfin, je trouve ça trop adorable et du coup elle cherche aussi un moyen de transférer ses pouvoirs à ses sœurs puisque bah du coup elle a pas envie que son pouvoir qui est super utile bah, elle meure en même temps qu'elle. Et donc du coup voilà, il y a aussi un passage genre méga, voilà, par exemple le moment où je vous dis que les scènes de Spice des fois n'ont rien à faire là parce que du coup elle se dit après bah, je vais laisser Wilder tout seul, il va être super triste, donc du coup je vais lui écrire des lettres, plein de lettres comme ça bah quand je serai plus là, il aura toujours l'impression que je suis un peu là à travers ces lettres. Je trouve ça vraiment mimes, c'est un peu glauque, je vous l'avoue, mais je trouve ça quand même trop mimes. Et du coup, donc elle écrit ses lettres et tout, et à un moment donné, donc elle écrit sur un carnet, et elle fait tomber le carnet, et Wilder tombe dessus, il les lit, et lui, il est en mode un peu énervé, en mode genre t'es sérieuse, t'es pas encore morte, et tu fais des lettres, genre post-mortem quoi, et genre il est un peu énervé. Et du coup, on voit en fait le moment où il lit un peu ses lettres, le contenu. Et enfin, le contenu est vraiment... Je commençais à avoir un peu la gorge qui se nouait, l'air de putain, je vais pleurer selon la suite. Et donc du coup, lui, il est un peu énervé. Et je pensais que l'autrice allait nous faire une scène en mode genre full dramatique où on allait finir par pleurer. Je pensais vraiment que j'allais finir par pleurer à la fin de cette scène. Et finalement, il est énervé, il attrape scène de Spice. Pourquoi ? Je trouve ça illogique. Enfin, je trouve ça illogique et il y aurait pu y avoir autre chose. Mais du coup, oui, c'est beaucoup de batailles. La romance en soi ne peut pas évoluer plus que ce qu'ils sont déjà en soi. Et c'est beaucoup les batailles, la guerre et cette histoire de mourir à 27 ans de Théa. Bien sûr, je vais pas vous dire comment ça finit, je vais pas vous dire si ça finit bien, si ça finit mal, etc., etc. Mais néanmoins, mon avis global sur cette saga reste ultra positif. Même si autant les deux premiers tomes étaient, on va dire, du 5 étoiles. Le troisième tome était du 4 étoiles et demi et le cinquième tome était du 4 étoiles parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont saoulée et des choses, bah, j'ai préféré d'autres tomes, donc voilà. Mais sinon, clairement, c'est une de mes sagas coup de cœur de cette année. J'ai adoré la lire. Bien sûr qu'elle va être là quand je vais faire mon top des livres que j'ai préférés en 2024. Je vous conseille de lire cette saga à fond. Il y a énormément de trucs de romantasy qu'on aime, de toutes les romantasy qu'on aime qui sont présents, mais en même temps des trucs de plus qui font que cette histoire est unique. Vraiment, elle est trop bien. Je vais essayer de lire la nouvelle, soit elle me motive à la lire en anglais, soit si un jour elle va être traduite, parce que je pense qu'un jour elle finira par être traduite, étant donné que c'est vraiment un complément apparemment à cette saga de base. Donc, je pense que ça va finir par être traduit, quoique je sais pas. Je sais pas. Bref. Du coup, ça me fait quand même 5 points pour le challenge sur la série Starter, étant donné que j'ai fini la saga, du coup ça fait 5 points. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu cette saga, tout ce que vous en avez pensé. Je suis super curieuse à chaque fois de savoir ce que vous pensez des lectures. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!